Alors, normalement, je devrais traiter un tout petit peu du contexte, parce que j'ai commencé à le traiter, mais en même temps, je vais tellement dire qu'on change de paradigme, et qu'il faut que je dise quand même comment on change de paradigme, et sur quoi on change particulièrement. On va essayer de s'entendre sur, quand on parle d'accompagnement, de quoi on parle, en sachant que, vous verrez que dès qu'on parle d'accompagnement, on parle de posture, parce que la définition de l'accompagnement intègre déjà la notion posturale, de fait, dans sa définition elle-même. Et puis quand même quelques mots sur la mobilisation du pouvoir agir, parce que du coup, c'est pas la motivation. Voilà. Et du coup, c'est un concept qui nécessite quand même d'être élucidé, notamment dans le champ de la formation, pour le champ du travail social, etc. On a beaucoup de travaux aujourd'hui sur le rôle de la mobilisation du pouvoir agir dans les pratiques d'insertion et les pratiques d'inclusion. Notamment, je fais référence à beaucoup de travaux québécois sur ça, puisque c'est un lieu d'innovation sociale tout à fait intéressant. Et bien sûr, je terminerai sur le titre même de l'intervention, c'est les effets de la posture. Alors, vous avez utilisé le mot durable, hein, par exemple. Hein. Je vais utiliser, moi, le mot persévérance. Et pourquoi le mot persévérance? Parce que je travaille sur les problématiques de décrochage et d'abandon depuis suffisamment longtemps pour avoir repéré qu'en France, on détecte les décrocheurs et qu'au Québec, on développe la persévérance. C'est juste pour vous voyez un peu le truc, hein. Et que du coup, le mot durable aujourd'hui, d'une certaine façon, il peut renvoyer aux deux. Et je voudrais qu'on s'intéresse à la persévérance. C'est en gros, pour reprendre Alexandre Letellier, qu'est-ce qui fait que les gens tiennent le coup? Et qu'est-ce qui fait que les gens tiennent? Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'ils décident, c'est pas qu'ils s'engagent, c'est qu'ils tiennent. Donc les taux d'abandon aujourd'hui qu'on observe sont tellement importants dans la formation initiale continue que cette question-là n'est plus une question anecdotique. Elle déprime les enseignants des centres de formation d'apprentis, elle déprime les enseignants de première année qui disent ils sont plus comme avant. C'est pas faux, hein, ils sont plus comme avant. Ce qui veut dire que comme ils sont plus comme avant, on peut peut-être prendre en compte qu'ils sont plus comme avant. Hein. Mais ça, c'est abusé. On ne faudrait quand même pas exagérer. Donc la persévérance, pourquoi? Parce que vous allez voir que des problèmes desquels on est aujourd'hui dans les pratiques d'accompagnement, c'est que les pratiques d'accompagnement génèrent soit de la conformité, soit de la décision. Elles génèrent beaucoup difficilement de l'engagement et encore moins de la persévérance. C'est un des problèmes dans lesquels on est, c'est-à-dire que le risque, c'est que les pratiques d'accompagnement renforcent la conformité et génèrent et développent le sentiment d'impuissance. Donc là, on a des travaux tout à fait étonnants sur le fait que là aussi, il ne faut pas se payer de mots. Hein. Quand on dit que l'accompagnement ne peut pas faire de mal, je pourrais vous expliquer quand même que ça peut faire beaucoup de mal. Notamment, ça peut renforcer la personne dans l'idée que vraiment rien n'est possible. Et que cette question-là est cruciale. Donc l'idée, c'est pas de faire rêver les gens. Hein. L'idée, c'est bien à quelles conditions ils peuvent s'engager, décider et persévérer. Alors, là, je vais citer des choses, mais juste, quand même, on est quand même dans un moment de l'histoire où les vies professionnelles n'ont plus grand-chose à voir. Alors, pourquoi elles n'ont plus grand-chose à voir? C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à mettre en œuvre des projets à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, les vies professionnelles aujourd'hui, c'est vrai encore plus pour la population jeune. Hein. Quand vous regardez aujourd'hui les modalités d'accès au monde du travail, alors pour une génération très qualifiée, avant de 30 ans, et vous regardez simplement la position sociale qu'ils ont, peut-être certains d'entre vous, il n'y a même pas besoin de vous raconter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au fond, les vies professionnelles sont moins linéaires, chaotiques, etc., mais elles génèrent de fait le sentiment possible du déclassement, même si on a fait des études. Ça veut dire qu'elles interrogent un élément fondamental dans les pratiques formatives en France. L'organisation des pratiques sociales en France, c'est tu as un projet, tu te formes, tu te qualifies, tu bosses. Et que si tu as un bon projet, tu fais la bonne formation, tout ira bien après, et que d'une certaine façon, la qualité du projet garantit la position sociale. C'est tout faux. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'au fond, 3 ans après, une personne sur 3 exerce une activité en lien avec son activité, avec sa formation initiale, que les parcours professionnels entre 19 et 29 ans aujourd'hui, c'est 10 activités professionnelles différentes, etc. On a une multiplicité de chiffres qui montrent que le paradigme qui a organisé les financements de la formation est aujourd'hui obsolète. Il est obsolète, ça veut dire qu'obliger les gens à aller en qualification sur des secteurs en tension, ça a du sens sur des temporalités courtes, sur des temporalités longues, ça n'a aucun sens. Donc, ce que je vais dire aussi, ça veut dire que les interrogations qu'on a en tant que professionnels, en gros, la puissance publique les a aussi. C'est-à-dire que le taux de décrochage en formation qualifiante, l'abandon en première année d'université, l'abandon en centre de formation d'apprentis, etc., sont des constats
d'une nouvelle appréhension de l'usager de la manière de conduire sa vie professionnelle. Donc les questions de formation et d'accompagnement vont se jouer dans un nouveau paradigme social, qui était qu'auparavant, il y avait les publics vulnérables et puis les publics qualifiés, c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui s'occupaient des vulnérables et les gens qui s'occupaient des autres. Aujourd'hui, tout le monde est vulnérable. On a aujourd'hui, à 30 ans, des gens qui sont ingénieurs, ils ont 30 ans à bosser encore, à minima, ils pensent qu'ils avaient fait le bon choix, et aujourd'hui ils se rendent compte, alors on parle toujours des psychos, des sociaux qui ne trouvent pas de travail, non, des ingénieurs. Donc on n'est plus du tout dans un paradigme dans lequel finalement tout ça ne concernerait que des gens qui n'ont pas fait les bons choix, qui ont été mal orientés, qui ont d'un milieu social défavorisé. La problématique de la vulnérabilité va toucher tout le monde. Et là je renvoie aux travaux du philosophe Guillaume Leblanc, philosophe bordelais très intéressant, qui s'intéresse à la question de la vulnérabilité et qui montre très très bien comment on est passé de la vulnérabilité comme état à la vulnérabilité comme processus. Et avant, il y avait des gens vulnérables et des gens peu vulnérables, donc des gens invulnérables. Et il montre très bien que toute la problématique sociale aujourd'hui est susceptible de générer de la vulnérabilité dans toutes les situations sociales, d'où le développement du décrochage, mais bien sûr du burn-out et des situations de difficulté au travail, etc. Donc on est aussi dans une forme de pathologie sociale nouvelle liée au fond au fait que le rapport à sa vie professionnelle est totalement modifié. Totalement modifié. C'est-à-dire ce qu'on appelle nous le lien de pérennité, ce que je vais évoquer là. Le lien de pérennité, c'est la capacité, le sentiment que j'ai, que je vais pouvoir garder ma place dans une durée relativement longue et aujourd'hui totalement impacté. Ce qui se profile en 2011, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins sur les difficultés qu'on va avoir. Alors aussi avec un élément qu'on observe beaucoup aujourd'hui dans la formation initiale, c'est le sentiment des jeunes que la formation ne protège plus. C'est-à-dire ça a été un organisateur social extraordinairement fort. C'est-à-dire le fait que, au fond, faire des études et avoir une qualification me protège du chômage. Tous les chiffres montrent que c'est vrai, mais ils ne garantissent rien en termes de position sociale. Et là, ça renvoie aux travaux de Penny sur le déclassement qui va montrer de manière, ça fait froid dans le dos d'ailleurs dans certaines situations, que le fait de faire des études et d'être reconnu en termes de ce niveau de qualification, effectivement, on aura plus de chances de trouver du travail. Mais la qualité du travail qu'on va trouver n'a pas grand-chose à voir avec Yaren. Donc on est aussi dans des bouleversements identitaires et sociaux qui sont liés à la relation à la vie professionnelle, plus chaotique, plus de transition, etc. Mais avec un élément sur lequel je reviendrai beaucoup, c'est-à-dire que les choses sont de moins en moins prévisibles. Et la qualité même de la planification va beaucoup être impactée. En gros, pour faire simple, dans un monde stable, ce qui compte, c'est la planification. Dans un monde instable, ce qui compte, c'est la régulation. Donc c'est la capacité à réguler plus régulièrement. Ce qui veut dire que l'accompagnement va devenir quelque chose d'indispensable, tout simplement parce que l'individu doit sans cesse réajuster sa position au regard d'événements sur lesquels il n'a pas de maîtrise. C'est un élément qui est central parce que du coup, dans tout ce que je vais développer, il suppose que la personne soit outillée pour faire face à l'incertitude et outillée pour faire face à une forme de précarité possible dans toutes les situations sociales. Si vous avez des enfants qui font des études, vous allez éprouver ce sentiment-là en disant fais le bon choix parce que dès qu'en disant fais le bon choix, il y a quelqu'un qui vous dit c'est quoi le bon choix, le bon choix tu sais qu'il est bon après. C'est terrible ça. C'est comme c'est comme tout. Pierre Dac disait très très bien l'avenir est la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Sur ces constats généraux, comment dire, je ne suis pas en train de dire c'est la catastrophe et avant c'était formidable. C'est juste des nouveaux paramètres qu'il va nous falloir prendre en compte parce que les vies professionnelles vont être plus complexes, mais elles sont aussi plus ouvertes. C'est-à-dire qu'au fond, la possibilité de réaliser des choses étonnantes, elle existe aussi. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement lire un monde ouvert comme un monde soit totalement terrifiant, soit extraordinairement possible. C'est-à-dire que c'est aussi cette double lecture qui va être intéressante. C'est-à-dire que le pouvoir agir, il peut dire est-ce que je suis sûr de ce qui va m'arriver ou est-ce qu'au contraire, je ne suis pas totalement sûr, mais ça peut être bien quand même. Donc c'est vraiment aussi quasiment une philosophie de l'avenir qu'il va nous falloir penser. C'est-à-dire puisqu'on est dans un monde plus incertain, est-ce que le fait que ce soit incertain, c'est aussi dramatique que ça? M'intéressant aux pratiques orientales, par exemple, vous allez vite voir quand même que la question de l'incertain,
une banalité affligeante. C'est-à-dire qu'en fait, on est sûr de rien. Absolument, on est sûr que d'une chose, mais le plus tard sera le mieux. Donc, finalement, que ce soit incertain, c'est peut-être pas si grave que ça. Ce qui veut dire que quelques éléments qui vont organiser les pratiques de conseil aujourd'hui et d'accompagnement, mais aussi les pratiques de formation, parce que du coup, je fais le lien, c'est bien sûr la question de la performance et de l'évaluation. Certains sont des spécialistes de l'évaluation aussi. Vous allez voir que la difficulté qu'on va avoir, j'évalue la performance de qui et de quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'efficience du dispositif ou est-ce que c'est le pouvoir agir de la personne, et c'est à quelle échéance? Est-ce qu'on s'intéresse à 3 mois après le dispositif ou est-ce qu'on considère qu'on est dans une obligation de moyens dans laquelle je peux contribuer à faire que dans le dispositif de formation et d'accompagnement, les gens vont pouvoir reprendre de l'énergie, recroire en ce qu'ils font, tenter des initiatives, etc. Donc les questions d'évaluation vont être centrales parce qu'en fonction de la nature du processus d'évaluation, vous comprenez immédiatement que du coup, ça va organiser les pratiques. Et aujourd'hui, on a clairement 2 types de pratiques, des pratiques centrées sur le demandeur financeur et des pratiques centrées sur l'usager. Et le risque aujourd'hui, c'est que le dictat de la performance fasse que les professionnels, formateurs, accompagnateurs, soient centrés sur les attendus, sur les indicateurs du PIE. Le problème, c'est que ça a toujours existé, mais qu'on arrivait tout le temps à ajuster les critères du financeur des critères de la personne. Aujourd'hui, ils sont quasiment paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils sont en tension maximum. Donc c'est aussi quelque chose que je vais évoquer, c'est comment, dans le travail d'accompagnement, on peut intégrer des indicateurs de performance qui soient intégrables dans le champ du financeur. Parce que si on dit au financeur, monsieur, vous avez tort, c'est même pas la peine de commencer. Ça veut dire comment on va pouvoir s'entendre, voire s'accorder, comme disent les Québécois, avec le financeur, pour qu'ils prennent conscience que du coup on peut contribuer nous-mêmes à développer une politique, à faciliter l'accès à une qualification, à améliorer les vies professionnelles, mais qu'il faut peut-être repenser les dispositifs de formation et d'accompagnement de façon un petit peu différente. Juste un élément qui est très important parce qu'on le retrouve dans la pensée européenne, c'est le développement de la responsabilisation de l'acteur. Si vous regardez tous les textes européens depuis 10 ans, c'est le citoyen acteur, le citoyen acteur, le citoyen acteur. Voilà. Donc, et le paradoxe aujourd'hui, alors pour des collègues qui travaillent par exemple dans des dispositifs d'insertion, d'accompagnement avec des gens qui sont en grande difficulté, être responsable de quelque chose qui va t'arriver alors même tu as l'impression que tu ne contrôles rien du tout, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors je vais juste souligner que dans cette problématique-là, plus j'ai le sentiment de rien maîtriser du tout sur ma propre situation, plus je vais projeter sur le formateur et l'accompagnateur la responsabilité de ce qui va m'arriver. Donc c'est le contraire de ce qu'on veut. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va produire tout ça? Une amplification d'une demande sociale de type chamanique. Chamanique, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui sait, et il y a quelqu'un qui ne sait pas. Je ne sais pas, je suis miracle, et je vous renvoie, vous, la responsabilité du savoir, etc. Qui est le contraire de tout ce qu'on a voulu faire jusqu'à présent. Je vais essayer de vous montrer comment toute la situation dans laquelle on est aujourd'hui va générer une double conformité. La conformité de l'usager qui pense que le professionnel va trouver la solution, et la conformité du professionnel lui-même qui va de plus en plus obéir au dictat du financeur. Et on va avoir des dispositifs, je les observe aujourd'hui, je les évalue dans certaines situations, qui ne sont qu'une mascarade. On fait de l'activité, où on fait des choses, mais dans lesquelles le pouvoir agir et le sentiment de contrôle de la situation sont dégradés, et pour le professionnel. Hein, il n'est pas épargné, et par l'usager. Donc, ces éléments-là, ils doivent nous amener à repenser la question de l'accompagnement, au-delà des poncifs, dans la réalité des contraintes dans lesquelles on va être. Parce que ces contraintes s'amplifient. Elles ont toujours existé depuis 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on atteint des niveaux de tension très forts. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui disent mais à quoi ça sert de faire des prestations pour l'emploi, puisque de toute façon, si les gens ne bougent pas et qu'ils ne prennent pas ce qu'il y a, il n'y a pas besoin d'avoir un accompagnateur, quelqu'un qui va les pousser un peu, qui va les convaincre, parce que c'est les convaincre qui va pousser. On n'a pas besoin d'avoir des professionnels de l'accompagnement qui vont parler du citoyen acteur. Citoyen acteur va faire désordre. Ce sera plutôt citoyen soumis.